Eh bien moi, tout ce que je peux dire, c'est que vous avez beau être mon oncle, vous vous êtes comporté comme un lâche. Envoyer une petite fille dans un lieu où vous n'osez même pas mettre les pieds. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lula. Bonjour Anna. On se retrouve pour notre deuxième épisode du Neveu du magicien. Et nous avons fait la rencontre il y a 2 semaines de Polly et de Diggory, 2 jeunes enfants qui aiment les aventures. Et Diggory a un oncle un peu particulier. Au début, on savait pas trop où se placer, mais en fait, c'est vraiment pas un très gentil monsieur qui a rusé pour envoyer Polly on ne sait pas où. Je vais vous donner le résumé de ce chapitre 2 que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Diggory et son oncle. Horrifié par la disparition de Polly, Diggory se met à hurler, mais l'oncle Andrew le fait taire. Il explique à Diggory qu'il avait une marraine, Madame Lefay, qui, quelques jours avant sa mort, lui avait remis une boîte en lui demandant de la détruire sans l'ouvrir. La boîte contenait de la poussière magique de l'Atlantide. L'oncle Andrew a entrepris de longues recherches et a fini par la transformer en anneau permettant de voyager vers d'autres mondes. Il a fait des expériences sur des cochons d'Inde et pense que les anneaux jaunes permettent de partir et les verts de revenir. Toutefois, il n'a pas encore pu vérifier ses hypothèses car il lui fallait un cobaye humain. Diggory comprend alors être tombé dans un vaste piège. Il est furieux contre l'oncle Andrew, contre sa lâcheté et sa cruauté, mais n'a d'autre choix que d'aller à la recherche de Polly avec un anneau jaune pour partir dans une poche et 2 anneaux verts dans l'autre poche pour pouvoir revenir avec elle. Alors moi je voulais commencer par faire une remarque sur le nom de la marraine de l'oncle Andrew. Donc elle s'appelle Madame Lefay, Lefay. Alors je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Lula, il y a une référence ici littéraire. Est-ce que ça a un lien avec la table ronde, le roi Arthur et autres contes médiévaux ? Tout à fait, tout à fait. Il y a un personnage maléfique qui s'appelle Morgane Le Fay. Et alors il y a plusieurs légendes et plusieurs variantes, mais en tout cas dans un certain nombre d'entre elles, ce personnage est négatif. C'est la demi-sœur d'Arthur, mère de Mordred, et donc ennemie du roi Arthur. Et c'est une magicienne maléfique. Et elle se tire des pépins avec Merlin également, non ? Oui, tout à fait, ouais. Et donc on a ici ce vieux thème qu'on trouve dans les contes de fées, de la marraine fée. Et l'oncle Andrew est très fier d'avoir une marraine fée, comme les princesses, Cendrillon, La Belle au Bois dormant. Mais Diggory se dit tout de suite que cette marraine fée doit faire partie de la catégorie des mauvaises marraines fées. Alors il y a évidemment cette allusion à Morgane Le Fay. Déjà, si on la comprend, on a un petit indice. Mais ensuite, c'est confirmé dans la suite du texte. Parce que qu'est-ce qu'on apprend sur cette marraine et sur la façon dont elle s'est comportée dans la vie? T'as remarqué des choses pas très sympas? Disons qu'on est tellement subjugué entre les trucs pas sympas de l'oncle Andrew et les trucs pas sympas de Marraine la Fée qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces 2 personnages hauts en couleur mais pas très hauts en sympathie. Elle a tué des gens, non ? Elle a pas... Alors on ne sait pas ce qu'elle a fait exactement, mais on sait qu'elle a fait de la prison. Elle a fait des choses répréhensibles selon la loi humaine. On ne nous dit pas ce que c'est, et quelque part c'est encore plus efficace, le fait qu'on ne sache pas, il y a un mystère. Mais elle a fait de la prison. Et puis, ce qu'on apprend aussi, c'est qu'elle se croyait au-dessus des lois. Elle avait l'impression que... elle avait l'impression que les lois humaines n'étaient pas faites pour elle, elle méprisait les autres, les gens ordinaires. Alors, je ne sais pas si ça te rappelle des souvenirs, des choses dont on a parlé dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode et dont on va parler aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Pour nos auditeurs et auditrices, sur mon texte, parfois je mets des petits smileys différents pour exprimer les sentiments que je peux avoir face au texte. Et là, il y en a beaucoup qui tirent une tête pas possible.
à cause du comportement de l'oncle Andrew qui les cumule. Et ce que je trouve très intéressant quand on a parlé de la prison, l'oncle Andrew dit que sa marraine a été enfermée, et d'abord Diggory pense que c'est un asile. Et l'oncle Andrew répond « Oh non, non, non !» répondit l'oncle Andrew, légèrement interloqué, rien de tel, simplement en prison. Ce qui est déjà pas mal. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a cette image des femmes qui pouvaient être un peu particulières, qui pouvaient aller en asile pour différentes raisons. Donc l'asile était un peu l'endroit générique pour toutes les maladies, les maux un peu inexpliqués. Et on aurait pu imaginer que une marraine la fée aurait pu aller dans un asile assez facilement. Mais si elle est en prison, c'est que vraiment, elle a pas fait des choses très sympathiques. Et puis c'est intéressant de voir comment l'oncle Andrew, lui, interprète le fait qu'elle se soit fait punir par la loi. Lui, il appelle ça juste des erreurs et un manque de prudence. Donc vraiment, il minimise en fait les choses qu'elle a faites. Et donc ça montre un point commun entre leur façon de penser à tous les deux. En fait, finalement, le seul défaut qu'elle a, c'est de s'être fait prendre, en gros. Il ne condamne pas les actes en eux-mêmes. Ah oui, mais non seulement il ne les condamne pas, mais j'ai l'impression qu'il sous-entend que lui ne les aurait pas faites, ces erreurs. Ah oui. Et j'aurais fait mieux. Et ça, c'est un peu un thème récurrent avec l'oncle Andrew, qu'il aurait fait mieux que tout le monde dans n'importe quelle situation. C'est un profond misogyne, et on va le voir dans tous les chapitres, ce qui ne lui rajoute pas à son capital sympathie. On voit des choses qui confirment ce qu'on avait découvert il y a 2 semaines et qui font qu'il ressemble à sa marraine. Par exemple, on apprend, et il n'en a pas du tout honte, il annonce à Diggory qu'il n'a pas respecté la promesse qu'il avait faite à sa marraine sur son lit de mort. Et ça ne lui pose pas du tout de soucis. Et puis, on voit aussi, on voit une confirmation de ce qu'on a vu déjà la dernière fois, c'est qu'il se sent en droit d'utiliser les animaux et les gens pour arriver à ses fins. Et il ne se pose absolument aucune question de morale. Oui, et c'est tout à fait pertinent de la part de C.S. Lewis, qui a un grand respect pour les enfants et ce qu'il leur est enseigné. Quand Diggory dit « Ça, c'est vraiment moche de votre part, de ne pas avoir respecté sa promesse », l'oncle Andrew répond « Moche ?» reprit l'oncle Andrew, l'air étonné. « Ah oui, oui, je comprends, c'est parce qu'on apprend aux enfants qu'il faut tenir ses promesses. » Et on comprend que C.S. Lewis est beaucoup plus du côté de la morale des enfants. Quand on fait une promesse, on la tient. Et c'est un petit pic envoyé à l'oncle Andrew de montrer que des enfants, dans ce cas-là Diggory, est plus moral qu'un adulte qui se prend pour la crème de la crème. Ouais. Donc il y a un certain recul qui est assez appréciable avec une mise en avant des enfants. Et encore une fois, ça aujourd'hui, c'est beaucoup plus courant, mais à l'époque, c'était vraiment extraordinaire de mettre toute cette place, toute cette emphase sur la moralité des enfants, et que ce ne soit pas seulement les adultes qui apprennent aux enfants, mais aussi les enfants qui peuvent apprendre aux adultes. Tout à fait. Et j'irai même plus loin, il y a non seulement les enfants, mais il y a aussi toutes les personnes méprisées dans la société de l'époque, et méprisées en particulier par l'oncle Andrew. Donc on cite les enfants, on cite les domestiques, les femmes. L'oncle Andrew cite toutes ces personnes. Ces règles ont beau être sacrées pour les petits garçons, de même que pour les domestiques, les femmes, et au fond pour tout le monde en général. Il est difficile de les imposer aux chercheurs les plus sérieux, aux grands savants ou aux sages. Non, Diggory, c'est impossible. Ceux qui, comme moi, possèdent une sagesse secrète ne sont pas tenus de suivre les règles du commun des mortels, pas plus qu'ils ne partagent leur plaisir. Nous sommes promis à une destinée exceptionnelle et solitaire, mon enfant. Donc il fait vraiment cette distinction entre les gens ordinaires que lui méprise et puis la petite élite de savants dont il fait partie. Et c'est comme si lui-même avait finalement le droit de décider ce qui était juste et bon. Il n'était pas obligé de se soumettre à la même morale que tout le monde. Et on en revient à ce qu'on avait vu il me semble qu'on en avait parlé dans la saison 1, du péché d'Adam et Ève dans la Genèse. Lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, en fait, le serpent leur avait promis qu'ils seraient comme des dieux, donc qu'ils pourraient déterminer eux-mêmes ce qui était bien et mal. Et donc là, on revient à ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez Lewis. Les personnages méchants pensent souvent qu'ils sont au-dessus des lois ordinaires et qu'ils peuvent décider eux-mêmes
de ce qui est moral. On va le retrouver encore d'ailleurs plus tard dans cette même histoire. Oui, on le verra dans quelques mois, mais en effet, c'est un thème qui va revenir dans cet ouvrage, et on ressent tout de suite ce péché d'orgueil, de penser être au-dessus des lois, de penser être au-dessus de la morale, et qui plus est de l'utiliser pour son propre dessein, plutôt que pour aider les autres. Et Digo, C'est une chose, par exemple, de voler une pomme pour la donner à quelqu'un qui meurt de faim, c'est de se sentir au-dessus des lois, mais c'est une chose, mais c'est une autre chose de la voler pour son propre plaisir. Là, on est clairement dans quelqu'un qui a uniquement ses propres intérêts en tête et qui va nous le faire savoir maintes et maintes fois. Et d'ailleurs, Diggory ne se fait pas du tout avoir par ces grands discours, là. Il voit le vernis et il voit ce qu'il y a en dessous. Il résume très bien les choses en disant tout ce que ça veut dire, c'est qu'il se croit tout permis pour obtenir ce qu'il souhaite. Donc, il a vraiment compris que c'était du vent, tout ça. Ensuite, l'oncle Andrew apprend à Diggory que les anneaux ont été fabriqués à partir de poussière qui vient de l'Atlantide. Donc là, on a une autre référence littéraire. Alors, j'imagine que tu connais l'Atlantide, Lula, surtout en tant qu'amatrice de Tolkien. Oui, tout à fait, la ville qui a été immergée, que les chercheurs cherchent encore d'ailleurs. Il y a plein de théories pour savoir où serait cette fameuse ville, cette cité perdue dans les mers, qui avait beaucoup de sagesse, beaucoup de technologie. Pour les fans de Marvel, on peut les retrouver avec Aquaman ces dernières années. Un mythe qui a fait couler beaucoup d'encre et nourri beaucoup l'imagination. Et donc chez Tolkien, c'était Numénor. Et donc c'est une légende qui fascinait aussi bien Lewis que Tolkien. Ensuite, il y a une mention un petit peu obscure, mais quand même, on comprend que l'oncle Andrew a eu recours à la magie noire pour obtenir ce qu'il voulait. En anglais, la traduction littérale, on apprend que, si on regarde la traduction littérale, on apprend que l'oncle Andrew a rencontré des personnes diaboliques et bizarres. Donc en français, c'est quelqu'un qui soit doué de pouvoirs démoniaques surnaturels. Et on nous dit qu'il est passé par des expériences désagréables. Il dit même qu'il y a laissé sa santé et que ses cheveux blancs datent de cette époque. Et ensuite, il dit « On ne devient pas magicien sans en payer le prix ». Alors on ne sait pas jusqu'où il est allé, mais moi, ça me fait penser à une espèce de pacte à la Faust, avec un démon, pour obtenir la connaissance. Alors, il est peut-être pas allé jusque-là, on ne sait pas. Notamment parce que dans l'histoire, on apprend quand même qu'il n'est pas un très grand magicien, que ses pouvoirs sont limités. Mais, quoi qu'il en soit, il a payé un prix. Et on aura l'occasion de revenir sur cette expression. Oui, et puis, ce qu'on apprendra plus tard, je crois pas que je fais de gros spoils, mais que il n'est pas magicien lui-même de sang, mais qu'il est magicien de connaissance. Donc ça veut dire que tout ce qu'il peut réussir avec la magie, c'est uniquement parce qu'il a appris des choses, et pas parce qu'il a des capacités quelconques naturelles, que avait sûrement sa marraine. Donc on imagine qu'il allait chercher les informations là où il les trouvait, avec des formules ou des connaissances qui étaient pas très éthique, c'est le mot qu'on puisse dire, et on a vu qu'il avait critiqué sa marraine parce qu'elle n'était pas assez prudente. Apparemment là il l'a été, puisqu'il n'a pas été arrêté, ou en tout cas il a réussi à ne pas se faire prendre ou se faire arrêter pour ses pratiques. Alors la magie et l'occultisme étaient très très à la mode à l'époque de Lewis. On peut expliquer ça parce qu'en fait au XIXe siècle il y a eu un grand mouvement de rejet de Dieu et de la religion traditionnelle, et une mise en avant de la science et de la rationalité. On a eu la théorie de l'évolution, on a eu le scientisme, on a eu le libéralisme en théologie, c'est-à-dire qu'on a commencé à remettre en question tout ce que disait la Bible. Mais en même temps, il restait quand même un désir de spiritualité et une aspiration à une forme de pouvoir spirituel. Et c'est ce qui peut expliquer donc, qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, il y a eu vraiment ce grand mouvement d'intérêt pour l'occultisme, et c'est quelque chose qui s'est passé aussi bien en Angleterre qu'en France. Et Lewis lui-même, quand il était jeune, il a été très très attiré par l'occultisme. Il raconte dans son journal intime que ça fait partie des choses qui l'ont tenté avant de se tourner vers Dieu. Et une des choses qui font qu'il s'en est sorti, même avant de
de devenir chrétien, il a commencé à se méfier de l'occultisme, c'est il a eu une expérience assez désagréable. Il y a quelqu'un qu'il connaissait très bien, c'était son oncle adoptif, qui faisait lui-même de l'occultisme. Et il est devenu fou. euh, et au moment de sa mort, il est mort dans des angoisses affreuses, liées entre autres à ses croyances. Et Lewis était présent lors de ses délires de fin de vie. Et ça lui a fait très très peur. Il était encore très jeune, il n'était pas chrétien, mais ça lui a fait peur et il a décidé de s'éloigner de tout ça. Donc finalement, Oui, ça on a peut été, imaginer, en effet. ça a été plutôt salutaire. Alors on avait déjà eu mention des cochons d'Inde la dernière fois ou pas? Oui, on avait déjà mentionné les cochons d'Inde et on avait parlé de l'amour de C.S. Lewis pour les animaux. Mm. Euh, on avait aussi parlé de la traduction française-anglaise de Ah oui, guinea pigs, en qui effet. veut vraiment dire cobaye. Mm. Donc on a un synonyme en anglais Mm. qui est pas le même en français. Mm. Et il y a une petite phrase qui me touche beaucoup, c'est celle où Diggory dit qu'il avait eu un cochon d'Inde peu de temps auparavant. Oui. Donc il était d'autant plus touché Mm. Mm. de cette cruauté envers ces animaux. J'ai trouvé que c'était un petit clin d'œil amusant, mais en même temps tellement cruel pour le pauvre Diggory qui passe vraiment une sale journée. Mm, mm. Et d'ailleurs, là, on a un peu plus de détails sur les cruautés en question, et c'est quand même assez horrible, hein, parce que l'oncle Andrew raconte tranquillement que quand il a fait des expériences sur les cochons d'Inde, certains sont morts et certains ont explosé comme des petites bombes. Il nous dit ça vraiment sans... Et donc c'est là que Diggory réagit, hein, en disant quelle cruauté. Et l'oncle Andrew lui répond, mais cesse donc de t'éloigner du sujet. C'est à ça qu'elles servaient, ces petites bêtes. C'est pour ça que je les avais achetées. Bon, attends, où en étais-je? Ah oui. Donc, Tu te rappelles la dernière fois où je te disais que j'avais un petit doute, il avait pas l'air si terrible cet oncle Andrew. Je retire tout ce que j'ai dit. Il est horrible. Et même juste avant, quand Diggory demande des nouvelles de Polly, il dit mais arrête de t'éloigner du sujet comme si c'était important. Mm. Et c'est d'une méchanceté, c'est impressionnant. Mm, mm, mm. Et on va encore en reparler de ces cochons d'Inde, Oui. ils vont revenir, ils sont tenaces. Mm. Mais Ouais. ouais, cette pensée de l'oncle Andrew qu'il est au-dessus de tout le monde et que parce qu'il aurait acheté des cochons d'Inde, il est maître de leur vie, c'est impressionnant. Et c'est encore une fois très novateur parce qu'aujourd'hui on a ce respect des animaux domestiques, mais à l'époque c'était pas inné. Donc on voit la grande sensibilité de C.S. Lewis à ce sujet. Mhm. Et on fera la rencontre d'autres animaux plus tard dans le livre et j'ai plein de choses à dire aussi sur, sur la question. Mhm. Donc l'oncle Andrew, en fait, il a cette vision hiérarchique de l'univers qu'on mentionnait il y a un instant là, où cette vision où lui, il est tout en haut, hein, et puis ensuite on a les femmes, les domestiques, les enfants, je sais pas exactement dans quel ordre, et tout en dessous hein, des êtres humains, ben, on a ces animaux qui sont placés encore plus bas, et du coup, il a ce sentiment de supériorité et ce sentiment de pouvoir faire ce qu'il veut, et on retrouve encore une fois l'idée de se prendre pour Dieu, hein. Il a acheté ces animaux, et donc c'est comme s'il avait le droit de vie et de mort sur eux. Oui, ça lui donne un droit absolu, comme si c'était lui qui les avait créés, en gros. Et cette question de hiérarchie, c'est une question très importante qu'on va voir également plus loin dans l'ouvrage. Tout à fait. On pourrait en reparler en temps et en heure, mais on reviendra sur cette question de responsabilité, de charge et de hiérarchie. Mais je vous en dis pas plus. Alors pour noircir encore un peu le portrait de l'oncle Andrew, on voit aussi qu'il quelque part se contredit lui-même, parce que autant il s'estime au-dessus des lois, et bien en même temps, quand il parle à Diggory, eh bien, il dit je serais vraiment désolé de savoir qu'un membre de notre famille manque du sens de l'honneur et de la noblesse au point de renoncer à aller au secours de sa dame en danger. Hein, et donc, ici, il se dit membre d'une famille, comme s'il s'incluait dans un groupe de personnes qui respectent la morale traditionnelle. Hein. Et donc, il utilise ici l'honneur et la noblesse, parce que ça l'arrange, parce qu'il veut pousser Diggory à aller sauver Polly par chevalerie. Donc,
il se contredit un peu, et puis en même temps, après, il dit, mais l'idée que j'y aille moi-même est tout simplement ridicule. Autant demander à un général de se battre comme un simple soldat. Imagine que j'ai été tué. Que serait devenu tout le travail auquel j'ai consacré ma vie? Ça, je crois que c'est le point Mhm. qui m'horripile le plus avec l'oncle Andrew. C'est le fait qu'il se contredit tout le temps et qu'il est d'une mauvaise foi absolue. Et ça, je crois que c'est le truc le plus insupportable qu'on va retrouver encore un petit moment, malheureusement. Mais il se prend pour très noble, mais il ne fait aucune... il n'assume aucune des charges qui seraient liées à sa grandeur. Il se plaint et en même temps il s'imagine extraordinaire. Enfin, rien ne va dans sa cohérence et ouais, enfin, c'est horripilant, vraiment. Il est très bien écrit dans ce sens-là parce que c'est une véritable tête à claque et il est insupportable. J'ai une amie qui apprend le français, c'est un mot que je lui ai appris, tête à claque. Je lui ai dit, il faut pas l'utiliser tout le temps, mais parfois, dans de rares occasions, c'est un mot efficace. Et donc retenez cette idée l'idée du général qui se bat comme un simple soldat, parce qu'on va la retrouver dans quelques chapitres, dans un tout autre contexte, et avec des personnages qui vont réagir totalement différemment. Et ensuite, d'un seul coup, Diggory comprend ce que l'oncle Andrew attend de lui, parce qu'il n'avait pas encore compris juste ici. Il comprend que Diggory attend de lui qu'il aille chercher Polly, lui-même. Et c'est en fait l'étape suivante, logique. Après l'utilisation des animaux, maintenant, l'oncle Andrew veut utiliser des enfants. Et dans les deux cas, il s'agit d'un être sans défense. Avec une petite différence quand même entre Diggory et Polly, où l'oncle Andrew a vraiment aucun égard pour Polly, où par rapport à son neveu, il est un tout petit peu plus réticent, il lui donne un tout petit peu plus de place. Polly, c'est le bas du panier parce que c'est une petite fille, plutôt qu'un petit garçon qui n'est pas de sa famille. Mais on voit parfois où il essaye... J'ai l'impression que des fois, il se dit qu'il pourrait être le mentor de Diggory s'il se laissait un peu plus faire, ou garder en estime le nom de famille. Je sais pas exactement, c'est pas très clair, mais il y a une différence dans le texte où il est vraiment odieux avec Polly, du début à la fin. C'est vrai. Alors dans quelques chapitres, on va rencontrer un autre personnage qui se comportera exactement de la même façon que l'oncle Andrew, mais en pire. Et ça nous montrera jusqu'où on peut aller quand on pousse toutes ces idées jusqu'au bout. Et ça nous montrera aussi ce que deviendra l'oncle Andrew s'il ne change pas. Et ça me fait penser à ce que Lewis écrit dans un autre livre dont on a déjà parlé dans la première saison, qui est Tactique du diable. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté la première saison, ce sont des lettres écrites par un démon senior à un démon junior, et il lui apprend à tenter les humains. Et à un moment donné, il lui explique comment faire pour attirer un être humain vers l'enfer. Et il dit qu'il faut faire ça de façon progressive. Il ne faut pas que ce soit trop rapide pour que personne ne se rende compte. Et voilà ce qu'il écrit à son neveu. En effet, le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. C'est une pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans borne kilométrique ni poteau indicateur. Et donc c'est l'idée que de mauvaise décision en mauvaise décision, on s'enfonce de plus en plus dans le mal. Mais évidemment, pour Lewis, la rédemption est possible, comme on l'a vu dans la saison 1 avec Edmund, qui a changé. Et on verra si c'est le cas pour l'oncle Andrew. On verra s'il va changer ou non. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a à l'heure actuelle une possibilité de rédemption pour lui, puisque Diggory lui-même dit à son oncle, tu n'as pas choisi le bon camp et ça se finira pas bien. Donc, à ce moment-là, le visage de l'oncle Andrew devient plein d'épouvante. Donc, il a encore une morale, il a encore un sens de la morale, il a encore une conscience. Mais après, il se met à rire et il continue la conversation. Donc, il a été remis en question à ce moment-là. Ça n'a pas duré. Est-ce que plus tard, il va changer ? On vous le dit pas, on verra. En effet, on vous recommande la lecture de Tactique du diable, qui est une lecture tout à fait différente que celle des Narnia, mais qui est tout aussi passionnante, et encore une fois, une relation neveu-oncle, si cette dynamique vous plaît particulièrement. On la retrouve à plusieurs reprises chez C.S. Lewis, dans des milieux tout à fait différents. Alors la dernière fois, on avait mentionné des problèmes de traduction dans
dans cette traduction française que nous avons à notre disposition. Et régulièrement, on va vous en mentionner parce que ça peut vous aider. Hein, si vous n'avez pas accès au texte anglais, ça peut vous aider à voir des fois des petits couacs et à comprendre qu'en fait, c'est dû au français et pas à l'anglais. Et ici, j'en ai repéré un de problème de traduction. Donc, je vais vous lire ce petit passage. C'est Diggory qui parle à son oncle et qui dit « Jusqu'ici, je ne croyais pas à la magie, mais maintenant, je vois que ça existe et j'imagine que les vieux contes de fées sont plus ou moins vrais. Dans ces cas-là, vous êtes un de ces infects magiciens maléfiques qu'on y rencontre. La seule différence, c'est que jamais je n'ai lu d'histoire dans laquelle ce type de personne ne finissait pas par payer, et vous, je peux vous dire que vous paierez. C'est tout ce que vous méritez. » Alors, si on réfléchit bien à la logique de ces phrases, la seule différence, ça n'a pas de sens ici, hein, parce que c'est pas une différence. En fait, il parle pas d'une différence, il parle d'une ressemblance. Et en fait, il dit que, comme dans les vieilles histoires, les personnages maléfiques payent, et toi aussi tu vas payer. Et c'est pas une différence. Et alors du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, c'est pas logique. Et donc je suis allée vérifier dans le texte anglais. Et dans le texte anglais, on n'a pas du tout ce morceau-là. Hein. Il y a juste well, I've never read a story in which people. Donc well, ça se traduit par eh bien. Il n'y a absolument pas la notion de différence. Donc je ne sais pas comment le well a pu se transformer en la seule différence, c'est ça, c'est un mystère. Mais bon, on voulait vous le signaler. Tout à fait. Et l'oncle Andrew est fidèle à lui-même et répond une des phrases les plus odieuses de ce chapitre parce qu'il les cumule. Bien, il est normal qu'un enfant comme toi raisonne ainsi, vu que tu as été élevé au milieu des femmes, mais ce sont des vieilles histoires de bonnes femmes, non? Ouais. Et là, j'ai il est exécrable. Alors, j'ai quelque chose à dire justement sur cette expression. Donc, bon, là, elle est difficile à traduire, hein, l'expression. Old Wives' Tale. Ouais, Old Wives' Tales, voilà, c'est ça. Donc, bon, c'est pas trop mal comme traduction, vieilles histoires de bonnes femmes, même si ça rend pas exactement, mais en même temps, moi-même, je saurais pas exactement comment traduire ça. Littéralement, alors dans le dictionnaire, on trouve conte de bonnes femmes, mais en anglais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a trois mots et trois notions dans cette expression. Et c'est une expression qu'on trouve souvent chez Lewis. Et contrairement à ce que veut dire l'oncle Andrew ici, parce que pour lui, clairement, c'est négatif, et quand on l'utilise en général, c'est négatif, dans la langue aussi bien française qu'anglaise, pour Lewis, c'est quelque chose de positif. En fait, c'est une expression qui est positive. Ouais. Et il y a trois notions dans cette expression. Il y a l'idée de conte. Hein. Tale, en anglais, c'est tale, donc le conte. Donc, pour Lewis, le conte, c'est une histoire inventée, certes, mais qui dit vrai, hein, qui parle de vérité. Et c'est exactement ce qu'il a essayé de faire dans Narnia. Ensuite, il y a la notion de féminité. Dans Wives, les épouses, littéralement, mais les femmes, en fait. Et ici, c'est à comprendre dans le sens de celles qui s'opposent au pouvoir, hein, qui sont du côté de ce qui est méprisé par les grands de ce monde, exactement comme l'oncle Andrew vient de le dire tout à l'heure. Et c'est aussi souvent associé chez Lewis à la notion de vérité. C'est celle qui ne se laisse pas flatter, celle qui est attachée à la vérité. Et on trouve plusieurs personnages féminins de ce style chez Lewis, dans d'autres histoires. Et enfin, la notion d'ancienneté. Le mot old, il est extrêmement positif ici. C'est la notion de sagesse ancestrale, de tradition et de morale traditionnelle dans tout ce qu'elle a de meilleur et dans tout ce qu'elle a de biblique. Et effectivement, ici, c'est biblique, hein, ce que l'oncle Andrew appelle des vieilles histoires de bonnes femmes. En fait, c'est quelque chose qui se trouve, par exemple, dans le livre des Proverbes, hein, lorsque l'auteur du livre des Proverbes écrit « L'homme récoltera ce qu'il a semé hein, ». En substance, c'est ce que Diggory dit ici. Et donc, voilà, c'est encore une fois quelque chose d'extrêmement positif pour Lewis, alors que, évidemment, pour l'oncle Andrew, c'est péjoratif. Donc c'est marrant parce qu'on a une ironie en fait qui se fait au détriment du personnage ici, puisqu'en fait l'oncle Andrew veut dire quelque chose de négatif et sans s'en rendre compte, il dit quelque chose de positif. En même temps, heureusement qu'on ne doit pas suivre la morale de l'oncle Andrew pour être accompli. Merci beaucoup pour cette explication. C'est vrai que Old Wives' Tales,
c'est un mot très générique qu'on utilise encore aujourd'hui pour parler des croyances, des habitudes. Par exemple, je suis enceinte pendant qu'on enregistre, et un old wives' tale, c'est de dire que si on aime plus le sucré, c'est qu'on attend une petite fille, si on aime plus le salé, c'est qu'on attend un petit garçon. Il y a cette espèce de sagesse ancienne qui est donnée de génération en génération, avec parfois son côté de légende, mais aussi son côté de sagesse profonde qui revient, cette simplicité de la connaissance qui se transmet, qui en effet peut être à la fois prise de manière très négative et méprisée, mais à la fois peut aussi avoir un grand nombre de bienfaits. Et là, on voit justement ces deux facettes qui sont très pertinentes, avec le mépris de l'oncle Andrew et la sagesse de C.S. Lewis de l'autre côté. Alors, je sais que tu détestes l'oncle Andrew, mais j'ai une petite question pour toi quand même. Est-ce que tu penses qu'il est entièrement corrompu et entièrement mauvais, comme on a vu que la sorcière blanche était entièrement mauvaise dans la saison 1? Alors, je ne peux pas dire que quelqu'un est entièrement mauvais et entièrement corrompu. Ce que je dirais, c'est que déjà, c'est mal barré, mais... et c'est peut-être horrible ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas le courage d'être entièrement mauvais. Et en effet, il prend le chemin de devenir de pire en pire, mais j'ai l'impression que ça devient plus un lâche qu'un véritable méchant. En tout cas, il a certains aspects qui sont d'une grande lâcheté, et j'ai l'impression que cette lâcheté va aussi aller en grandissant s'il continue sur cette pente savonneuse, et qu'il n'aura pas le courage d'être un véritable bourreau. Mais peut-être que je me trompe. Après, en effet, on voit parfois des lueurs de pseudo-humanité. Il se remet en question, mais tout de suite, il se reprend, comme si la bonté était, était un vice à fuir. Alors, ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que au départ, en fait, il ressemble un peu à Diggory au départ, hein. C'est-à-dire que au départ, c'est un homme curieux, intéressé par les découvertes scientifiques, et ça, c'est pas mauvais en soi, hein. Simplement, ce qui est embêtant, c'est la façon dont ensuite ce qu'il fait en fait de cet intérêt, hein. Et je voudrais en profiter pour rappeler que Lewis n'était pas contre la science et les expériences scientifiques en général. Il a parfois été accusé par certaines personnes, certains critiques, d'être contre la science, et c'est pas du tout le cas. Il n'est pas contre la science, mais il est contre la science sans morale. Et tout à l'heure, j'ai utilisé le terme scientisme, et c'est un terme que justement Lewis utilisait, et il opposait le scientisme à la science. Et lui, il était contre le scientisme, mais il n'était pas contre la science, hein. Donc ce livre, il a été publié 10 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ben, les nazis se livraient à des expériences au nom de la science, où ils utilisaient des humains sans se poser de questions sur leur capacité à souffrir. Et voilà, et c'est ce qui se passe ici, et c'est ce qu'on peut appeler le scientisme, hein, l'utilisation de la science sans morale. Et oui. Oui. Et ce que j'utiliserais comme argument pour réfuter ce désamour de C.S. Lewis pour la science en général, c'est que son approche est très scientifique, notamment de la chrétienté. Et on peut le voir dans son autobiographie, on le voit dans sa réflexion, qu'il a une pensée tout à fait posée. Avec des arguments, avec des contre-arguments. Ouais. Il n'a pas du tout cette approche mystique et uniquement spirituelle de la foi, où il se laisse porter par ses émotions, mais il a eu une approche scientifique de l'aspect spirituel et biblique. Et d'ailleurs, c'est très très intéressant à étudier. Et on voit en effet que si la pensée scientifique est quelque chose auquel il adhère, la supériorité qu'on pourrait s'imaginer d'avoir le droit de vie ou de mort sur les animaux et sur les humains au nom d'une science, en effet, ça c'est quelque chose qui réfute profondément. Et c'est un débat tout à fait passionnant, mais C.S. Lewis, pour moi, est un grand scientifique de la Bible, si je peux l'exprimer ainsi. Il a vraiment cet amour de la pensée posée, il aime débattre, il aime expliquer par A plus B, et donc, pour moi, en effet, dans tous ses écrits, il y a cette
cette réflexion qui est très posée, très bien amenée, et donc facile à suivre. Et c'est aussi un problème, cette utilisation de la science sans morale, c'est un problème qui se pose encore aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles ce livre est encore tout à fait d'actualité, puisque plus que jamais, aujourd'hui, avec les progrès de la technique, on a ce problème qui se pose régulièrement. Est-ce qu'on doit faire quelque chose juste parce que c'est techniquement possible, ou est-ce qu'on doit mettre des limites morales? Et si oui, qui est-ce qui détermine ces limites? C'est quelque chose qui se pose tout le temps aujourd'hui encore, et c'est un problème qui n'est pas nouveau. Je ne sais pas si tu connais la célèbre phrase que Rabelais, au XVIe siècle, a fait dire à son personnage Gargantua, et qui est encore tout à fait d'actualité. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Tout à fait, c'est pas un problème qui va s'arrêter demain. Non. L'éthique dans la science, c'est un gros sujet où on peut toutes et tous se positionner à différents endroits, mais c'est important de se poser la question jusqu'à où on est prêt à aller. Jusqu'à où est-ce que le bien commun peut faire être une justification pour ce qu'on fait, et évidemment avec l'oncle Andrew c'est pas du tout le bien commun, mais c'est son bien personnel, donc là on est encore pire. Et donc ce chapitre s'arrête une nouvelle fois sur un grand suspense, puisque Diggory s'apprête à partir avec les anneaux et on n'a aucune idée de ce qui l'attend de l'autre côté. Comme je disais la dernière fois, c'était efficace sur la saison 1, mais sur la saison 2, chaque chapitre donne envie d'enchaîner sur le prochain. Donc on vous fait attendre 2 semaines et on se réjouit de vous retrouver pour le chapitre 3. Au revoir Lula. Au revoir Anna. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.